grand dialogue. Sigika Foba. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue au Grand Dialogue de Studio Tamani. Notre thème de ce soir est paludisme. Où en sommes-nous dans la lutte contre la maladie au Mali? Le paludisme constitue le premier motif de consultation dans les établissements de santé au Mali, avec 34% de taux de consultation. Il s'agit aussi de la première cause de mortalité avec 22% selon l'annuaire statistique du système local d'information sanitaire SLIS, publié en 2020. Depuis plusieurs années, les recherches de vaccins contre le paludisme sont lancées au Mali. Où en sommes-nous avec ces recherches? Quand la première dose de vaccin contre la maladie? Comment évolue la lutte contre le paludisme dans le pays? Nos invités sont Isaka Sagara du Centre de recherche et de formation sur le paludisme au Centre Ogobara Dumbo, bien sûr, Mahamadou Magassa du Programme national de lutte contre le paludisme, et Abdoulaye Amma Sidibé, médecin et point focal palu au centre de santé de référence de CAI. Il sera au téléphone. Ce débat sera modéré par Sikou Gadjigo. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Le grand dialogue. Merci, chers invités, d'être là. Ma première question s'adresse à monsieur Magassa, bien sûr, du Programme national de lutte contre le paludisme. Comment évolue la lutte contre cette maladie au Mali aujourd'hui? Bonsoir, monsieur Gadjaga. Bonsoir, professeur Sagara. Merci pour l'opportunité qui nous est offerte aujourd'hui pour parler du fléau du paludisme au Mali. Voilà. Par rapport à votre question, je dirais que la lutte contre le paludisme évolue bien au Mali, à travers la mise en œuvre d'interventions efficaces et qui couvrent l'ensemble du territoire du Mali. Voilà. Ça veut dire que notre mission, c'est d'assurer à toute la population malienne un accès équitable et universel aux interventions de lutte contre le paludisme. Voilà, c'est ça vraiment la mission du PNLP. Et c'est là conformément à la politique nationale de santé. Quand vous dites que ça évolue bien, ça veut dire que la maladie régresse? Voilà, donc ça veut dire que la maladie régresse parce que nous faisons périodiquement des évaluations. Ces évaluations montrent que les efforts qui sont faits sur le terrain vraiment commence à faire tache d'huile. En tout cas, nous constatons une amélioration d'un certain nombre d'indicateurs. Voilà, donc cela démontre que la lutte contre le paludisme évolue bien et que nous sommes en train de cheminer vers notre objectif qui est l'élimination du paludisme à l'horizon 2030, conformément à la stratégie technique mondiale de lutte contre le paludisme 2016-2030. Avez-vous des chiffres qui puissent nous permettre de savoir cette bonne évolution de la lutte contre la maladie? Est-ce que vous avez les chiffres de l'année dernière, par exemple, par rapport au nombre de victimes que cette maladie a fait, et cette année? Voilà, donc le nombre de cas cette année, c'est 3 771 426 cas. Et dans ce lot, il y a plus d'1 million de cas graves et un nombre total de décès de 1498. Donc, soit un taux de létalité de 1,25 pour 1000. Donc, ces chiffres sont en deçà des chiffres de l'an passé. Voilà. Donc, il y a vraiment une diminution des cas de paludisme. D'accord. Voilà. Monsieur Sagara, et vous, en tant que chercheur au centre Ogobara Dumbo, ce centre de recherche et de formation sur le paludisme, aujourd'hui, est-ce qu'il y a des avancées enregistrées dans la lutte contre cette maladie en termes de recherche?
Merci Monsieur Gadjaga et merci Gadjugo et merci Studio Tamani pour cette invitation pour diffuser effectivement le message à l'occasion de la journée internationale de lutte contre le paludisme et semaine nationale de lutte contre le paludisme. Tout à fait. La journée c'était hier. C'est ça. Okay. Et voilà, et c'est en fait une semaine. C'est pourquoi on parle de semaine nationale. Donc ceci dit, en fait, effectivement, au niveau de la recherche, nous sommes le bras technique du programme national de lutte contre le paludisme, ce qui veut dire que les outils dont mon collègue Dr Magassa a évoqué, qui sont implémentés à l'échelle au niveau du pays, et ces outils, je vais parler des méthodes de lutte. Les outils de lutte, et donc ces outils de lutte ont été à différents temps et recherchés, validés, en tout cas avec la contribution de notre centre pour que ces outils soient appliqués et lutter contre le paludisme. C'est pour ça il vous dit qu'effectivement qu'ils sont en train de faire des progrès et en utilisant les outils de lutte contre le paludisme au niveau national. Voilà. D'accord. Mais en termes de recherche, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui dans les recherches? Bien, les recherches, c'est dans les différents volets, c'est-à-dire les outils, chaque outil dont on pourra évoquer, nos axes de recherche sont là-dessus. Par exemple, si je prends l'exemple du traitement, voilà les traitements utilisés contre le paludisme. Nous sommes sur le terrain en train d'évaluer ça de manière intermittente. Et nous voyons que jusqu'ici, donc les molécules qui sont utilisées, dont il dit c'est disponible à travers le pays entier, nous savons que ces médicaments marchent. C'est-à-dire, par exemple, pour le palud simple, pour traiter les combinaisons à base d'artémisinine. Vous voyez, ces combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine, communément appelées CTA. Et au niveau du pays, nous confirmons qu'à ce stade, ces combinaisons marchent. Et c'est pour ça que quand quelqu'un souffre de paludisme après un diagnostic et qu'il prenne une CTA, et si c'est bien pris, nous sommes sûrs que la personne peut guérir. Donc ça, parce que nous sommes sûrs comment? Comme je disais, nous continuons à évaluer sur le terrain l'efficacité de ces molécules sur le terrain, qui montrent que ça marche. Ça, c'est si nous prenons du côté de traitement. Maintenant, est-ce que cette combinaison, cette CTA-là est accessible, facilement accessible? Justement, cette CTA est accessible. C'est pourquoi mon collègue Dr Magassa est en train de dire que leur rôle, c'est d'implémenter la politique de lutte au niveau national. Et parmi la politique de lutte, il y a le traitement, ce qu'on appelle la prise en charge en donnant le traitement quand quelqu'un a la maladie. Et donc ça, c'est effectivement les CTA. Et quand tu utilises, pendant que le palud est simple, la voie orale pour traiter, vous allez guérir de votre paludisme. Ça veut dire qu'on ne doit pas mourir. Si déjà qu'on diagnostique, on te donne tôt ce traitement, tu vas guérir, puisque le médicament marche. Ce n'est pas comme si la résistance est là et qu'il y a des doutes. Donc nous, comme nous sommes en train de suivre sur le terrain, c'est pour ça que nous confirmons que ça marche. Et le jour où ça ne marchera pas, donc c'est comme nous sommes en recherche, nous sommes en train d'étudier d'autres molécules. Au cas où les traitements qui sont actuellement ne marchent pas, nous avons la chance que nous sommes en train d'étudier à côté d'autres médicaments qui vont venir complètement reprendre la main. D'accord, nous allons vous redonner la parole tout de suite pour que vous nous parliez des autres volets de recherche. Monsieur Sidibé Abdoulaye Ama, vous êtes médecin au CSRF de Caille. Vous êtes le point focal palud dans cette structure sanitaire. Aujourd'hui, monsieur Magassa vient de le dire, la lutte évolue bien, le palud régresse. Est-ce que c'est ce constat au niveau de Caille aussi? Ok, bonsoir tout le monde, bonsoir à Dr Magassa, bonsoir au professeur Sagara, bonsoir aux auditeurs de Studio Tamani. Merci pour l'opportunité offerte pour parler aux auditeurs, pour parler d'un thème important qui est le palud, qui est la lutte contre le paludisme. Et comme ils ont à le dire, le palud constitue le principal problème de santé publique au Mali. Effectivement, et à notre niveau également, comme Dr Magassa l'a dit, nous appliquons la politique du PNLP, le Programme national de lutte contre le paludisme. Et cette politique est en mise en œuvre. Nous sommes là pour sa mise en œuvre. Et
On dit que la politique de traitement du paludisme est un ensemble d'orientations et de directives qui permettent d'utiliser de façon rationnelle les ressources disponibles. N'est-ce pas? C'est pour maximiser la réduction de la morbidité et de la mortalité due au paludisme. Donc, vous voyez, effectivement, si nous appliquons correctement cette politique, nous allons diminuer le nombre de cas de paludisme et du quoi on va diminuer le nombre de décès dus au paludisme. Donc, effectivement, cette politique, nous l'appliquons et cette politique est efficace, n'est-ce pas, lorsqu'elle est bien appliquée. Est-ce que vous avez des chiffres? Est-ce que vous avez des chiffres qui témoignent que cette politique marche au niveau de CAI? Bon, en fait, si nous prenons par exemple les chiffres de 2022, pour ne serait-ce que pour la région, nous avons un total de 402 865 cas et pour un total de décès de 331 décès, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que ça régresse, n'est-ce pas, à travers même l'indicateur que le Dr Magassa a donné, 1,25 pour 100 000 habitants, décès. Donc, ça montre que les résultats sont probants. Si nous prenons, je crois que le professeur Sagara l'a touché, si nous prenons parmi les mesures de prévention, n'est-ce pas, nous prenons surtout la chimioprévention, c'est-à-dire la lutte contre le paludisme au niveau des femmes enceintes à travers les comprimés qu'on donne et ce qu'on appelle également la chimioprévention saisonnière chez les enfants de 3 à 59 mois. Nous constatons vraiment que si les enfants suivent le traitement, c'est-à-dire le traitement qu'on donne, ce qu'on appelle la CPS qu'on donne durant la saison de pluie, si l'enfant suit le truc, il y a de fortes chances que l'enfant ne tombe pas malade durant toute la période, durant les 4 mois qui est donné. Chaque mois, on donne un traitement de 3 jours et que durant cette période, les enfants ne tombent pas malades. C'est-à-dire les enfants de 3 à 59 mois, c'est-à-dire de 3 à 5 ans. Et également, c'est la femme enceinte, lorsqu'elle suit sa CPN et qu'elle prend ce qu'on appelle le TTI-SP, il y a de fortes chances que durant sa grossesse, la femme ne fasse pas le paludisme. Et tout le monde sait, le lourd fardeau, c'est surtout les décibles qui sont beaucoup plus vulnérables par rapport au paludisme. Et le programme a pu mettre ces 2 moyens de prévention qui font des résultats probants. Voilà. Je parle bien sûr sur le contrôle, je sais que c'est ça en réalité. À ce niveau, nous constatons vraiment des progrès. Vraiment. D'accord, des progrès constatés à CAI également. Monsieur Magassa, aujourd'hui, est-ce qu'il y a des défis dans cette lutte-là contre le paludisme? Aujourd'hui, il y a des défis, parce que pour mener à bien cette lutte-là, ce n'est pas seulement les efforts spécifiques des acteurs de la santé qui vont résoudre les problèmes. Ça demande vraiment un changement de comportement favorable au niveau de la population. Voilà, parce que tout ce que nous mettons comme activité, tout ce que nous faisons comme activité, la population doit nous aider dans la bonne mise en œuvre. Je donne un exemple. Les campagnes CPS qu'on organise chaque année pendant la période de forte transmission, c'est-à-dire pendant l'hivernage, des agents d'administration donnent la première dose. Maintenant, il y a des doses qui restent avec les mamans, les gardiens d'enfants. Donc, l'enfant doit recevoir le lendemain la 2e dose et le surlendemain la 3e dose. Mais le constat est qu'il y a beaucoup de mamans qui ne donnent pas ces 2 dernières doses-là. Alors que pour que l'enfant soit couvert de manière efficace, il faut qu'il reçoivent les 3 doses. Voilà. Donc, ça, c'est un aspect très important. Aussi, il y a aussi une lenteur par rapport au recours aux soins. Un retard parce que beaucoup de mamans, en tout cas beaucoup de parents attendent que l'état de l'enfant s'aggrave avant de l'amener au centre de santé. Alors que lorsque l'enfant est vu très tôt, la chance de guérison est plus élevée et il y a moins de dépenses à faire. Voilà. Parce que si l'enfant est vu tardivement, il y a le risque de paludisme grave et il y a le risque de décès. C'est pourquoi nous demandons à toute la population, dès que le malade présente la fièvre, de l'amener immédiatement au centre de santé.
Parce qu'aujourd'hui, les soins ont été décentralisés. Au niveau du village, aujourd'hui, la prise en charge du paludisme est assurée par les agents de santé communautaire. Ils ont été formés, ils sont suivis, ils ont les médicaments, ils ont des tests de diagnostic rapides. Parce qu'aujourd'hui, le traitement est basé, comme le professeur Sagara l'a dit, est basé sur le diagnostic. Voilà. Le diagnostic permet de confirmer la maladie et rapidement, il y a les traitements efficaces qui sont là, qu'on donne au malade et le malade est sauvé. Voilà. Est-ce que ces agents de santé communautaire, par exemple, sont disponibles partout, sur toute l'étendue du territoire? Est-ce que vous parvenez, vous arrivez à les faire accéder aux soins qu'il faut pour le traitement? Ils ne sont pas disponibles partout, mais les efforts sont en cours. Il y a un plan de déploiement de ces acteurs communautaires-là dans les pays. Voilà. Donc c'est planifié et au fur et à mesure, la couverture là, augmente. Voilà. C'est les acteurs sur lesquels nous fondons beaucoup d'espoir, voilà, pour pouvoir relever les défis de la lutte contre le paludisme. Il y a un autre défi, c'est le défi de la mobilisation des ressources. Parce que qui dit intervention efficace, dit aussi financement. Voilà. Donc, la mobilisation des ressources internes, la mobilisation des ressources, surtout du secteur privé. En tout cas, nous fondons beaucoup d'espoir sur la mobilisation des ressources, surtout internes. Et maintenant, les partenaires sont là pour accompagner. Voilà. L'autre aspect, c'est comme la lutte contre le paludisme se transmet à travers la piqûre des moustiques. Donc, il faut aussi éviter les conditions favorables à la multiplication des moustiques. C'est pourquoi l'assainissement du milieu est capital. Voilà. Il faut faire en sorte qu'il n'y ait pas de gîtes larvaires, parce que ce sont ces gîtes qui sont les lieux des pontes, voilà, des œufs par les anophèles. Voilà. Donc, l'autre aspect, c'est l'approche multisectorielle. Parce qu'il faut que les autres départements aussi jouent leur partition, notamment le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Éducation, le ministère de l'Urbanisme. Voilà. C'est une lutte multisectorielle qui demande vraiment l'implication de tout le monde, y compris la presse, les acteurs de la communication, parce que, je l'ai dit, il y a beaucoup de problèmes liés au comportement de l'individu qui ne facilitent pas la bonne mise en œuvre des activités. Donc, un problème de sensibilisation. Voilà, donc c'est pourquoi nous avons un plan de communication qui implique l'ensemble des acteurs concernés. D'accord. Voilà. Monsieur Sagara, aujourd'hui, nous voyons que beaucoup d'efforts sont faits, même si, je ne sais pas, est-ce que vous pensez que les résultats obtenus sont à la hauteur de ces efforts déployés? Sinon, pourquoi le paludisme peine on ne parvient pas à éradiquer cette maladie? Merci pour cette question. Il a dit beaucoup d'efforts sont faits et effectivement des efforts restent à faire aussi. Et donc il en a parlé également d'un volet important qui est quand même soutenir les activités de lutte avec davantage de moyens. Vous voyez, et ça c'est important. Donc, interne d'abord, il met l'accent sur ça pour la pérennisation. Vous pensez on ne déploie pas assez de moyens pour on déploie. C'est pour ça que le docteur Magassa est en train de dire que davantage de ressources internes encore. Et ensuite accompagné par les autres partenaires. Par exemple, il y a mon collègue docteur Sissé du district de Kaï, il a évoqué, par exemple, le problème de la chimioprévention du paludisme saisonnier. Il a cité ça comme une activité phare de lutte contre le paludisme. Donc vous comprenez que, par exemple, et je me prends un exemple, si un partenaire s'engage à prendre un district, et après, à la dernière minute, le partenaire désiste.
et dire que pour des raisons XY, comme vous savez, ils vont dire nous ne pouvons plus prendre ce district en charge. Parce que nous sommes à autour de 75 districts sanitaires au Mali. Donc dans ces 75 districts sanitaires, nous déployons, comme il a dit, les CPS, la chimio-prévention du paludisme saisonnier. Et donc l'État, sa part étant connue au départ, les partenaires, leur part étant connue, et souvent on est dans une situation où, pendant qu'on est presque en train de faire ou en train de commencer, un partenaire peut désister. Et donc si nous n'avons pas un plan mis en place pour que rapidement le gouvernement ou en tout cas d'autres ressources internes prennent en charge, c'est fait que ça ne pourra pas se faire à temps ou comme on le veut. Et ça, c'est courant. Ça arrive. Et donc c'est pour ça on parle que ça c'est un défi qu'il faut relever. Et l'autre défi, il a parlé aussi que les acteurs ne sont pas que programmatiques, mais de la santé, mais aussi la population. Il a dit que quand on donne les doses et que certains, les parents ne donnent pas les doses qu'il faut pour le reste, vous comprenez que ça ne va pas égaler cette problématique. Ou certains complètement peuvent en refuser d'en prendre pendant qu'on est en période de haute transmission de palu et voilà, ils ne vont pas prendre pour des raisons diverses. Certains vont dire que le médicament rend malade. Donc, il y a des considérations comme ça. Donc, il y a à l'échelle nationale, si vous mettez ces différents aspects, peuvent expliquer, en partie, ça, ce n'est que la partie chimio-prévention du paludisme saisonnier. Mais c'est valable presque pour les autres mesures de lutte, y compris même la prise en charge du traitement. Un enfant est malade, au lieu d'amener vite au centre de santé pour chercher des soins, alors la personne peut aller tout de suite se retourner vers tout de suite les plantes, l'automédication par les plantes. Alors, vous savez que dans le système national, les guides sont là pour ça, les traitements validés sont connus et donc cela peut contribuer également à alourdir le fardeau parce que si ce n'est pas traité tôt, ça se complique et on peut avoir des décès. Donc, ce sont ces situations multifactorielles qui expliquent que effectivement les efforts sont en train d'être faits, mais encore il y a d'autres efforts à faire. Maintenant, en matière aussi d'outils de lutte, on en viendra et les outils également sont en train d'évoluer. Parce que jusqu'ici, c'est la prévention avec les médicaments. Jusqu'ici, c'est aussi les préventions avec la moustiquaire imprégnée. Et chacune de ces méthodes a ses limites. Jusqu'ici, quand tu es malade, tu vas au centre. Ça a une limite, comme j'ai expliqué, quelqu'un qui n'amène pas tôt. Et la moustiquaire, vous savez qu'avant que vous ne partiez vous coucher, les moustiques peuvent vous piquer. Et pendant ce temps, donc on sait que quand tu restes sous moustiquaire, c'est efficace, mais en pratique, on sait que c'est difficile. Et donc, il y a un échappatoire. Donc, toutes les mesures que nous prenons également ont une certaine limite en pratique. Donc, et les outils de lutte également sont en train d'évoluer. Et d'où, par exemple, le vaccin, dont on parlera, qui est aussi un outil additionnel. Tout à fait. On en parlera tout de suite. Monsieur Sidibé, vous qui êtes à Caille, Sagara parlait des défis. Sagara, aussi bien que Magassa, parlait des défis qui, est, par exemple, qui sont par exemple le manque de suivi de la chimioprévention, s'assurer que les doses données par les médecins sont prises par les enfants. Est-ce qu'aujourd'hui, à Caille, vous avez pu mettre en place ou bien adopter des stratégies qui puissent permettre cela? Oui, merci. Je crois que nous évoluons tous dans le même truc. C'est-à-dire, effectivement, c'est un grand défi par rapport à la chimioprévention. C'est-à-dire que les parents n'ont pas compris, à cause de quelques effets secondaires des médicaments, les parents refusent de donner les doses supplémentaires. Et c'est vraiment un défi. Nous passons par les médias dont vous êtes. Je crois que souvent, votre correspondant qui est là, je communique avec lui. Nous passons par d'autres médias, nous communiquons par le développement social pour sensibiliser les parents afin de leur faire comprendre que ce médicament est efficace et ce médicament protège les enfants, n'est-ce pas? Et comme les collègues l'ont dit, et il y a l'autre défi, c'est vraiment le défi environnemental. Et tout le monde le sait, malheureusement, dans nos villes, les conditions de l'environnement sont déplorables. Et ce ne serait-ce que notre entourage, n'est-ce pas? Par exemple, il y a les flaques d'eau qui entourent les herbes qui sont dans nos concessions, les animaux avec lesquels nous vivons, les puisards, les morceaux de canaries, les boîtes vides, les pneus.
n'est-ce pas, tout récipient qui peut contenir de l'eau. Et ça, vous savez que dans nos milieux, à travers notre culture, à travers notre manière de vivre même, tous ceux-là sont réunis dans nos maisons. Et voilà, c'est des conditions qui favorisent, par exemple, la prolifération, la production du moustique. Et il faut que les gens comprennent que le moustique, une seule, comme le professeur l'a dit, c'est-à-dire une seule piqûre suffit déjà pour que tu sois contaminé. Et c'est pour cela qu'il a dit que même les moustiquaires ont des limites, parce que malheureusement, on se fait piquer avant de rentrer sur les moustiquaires. Donc, c'est pour vous dire, c'est pour inviter les populations à s'approprier ces moyens-là, les moyens dont le programme a mis à la disposition, ne serait-ce que les moustiquaires, n'est-ce pas, et assainir l'environnement. Assainir l'environnement. Nous avons ici ce qu'on appelle une plateforme qu'on appelle même One Health, c'est-à-dire une seule santé, et dans ça, qui regroupe tous les acteurs, les autres acteurs, c'est-à-dire l'agriculture, l'élevage, ainsi de suite, tous les autres secteurs. Parce que la santé, si c'est seulement les acteurs de la santé, ça ne marche pas. Il faudrait que ça soit une plateforme commune pour que nous puissions gagner ces défis de lutte contre le paludisme. D'accord. Monsieur Magassa, est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un problème de déficit de sensibilisation et de communication quand on parle de l'assainissement, de l'environnement, même si vous avez une politique de communication et de sensibilisation sur les causes qui peuvent provoquer cette maladie, est-ce que vous parvenez à atteindre toutes les cibles? En tout cas, par rapport à la sensibilisation, à l'information, beaucoup d'efforts sont en cours. Vous savez, le changement de comportement prend du temps. Mais on ne va pas se lasser. Voilà. On continue et à force de persévérer, en tout cas, on va atteindre notre objectif. Parce que de plus en plus, les niveaux de compréhension augmentent. Voilà. Si je prends un exemple par rapport à l'EIPM, l'enquête sur les indicateurs du paludisme réalisée en 2021, il y a 80% des femmes âgées de 15 à 49 ans qui ont affirmé que le paludisme est provoqué par la piqûre de moustique. Ce n'était pas le cas avant. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a de l'espoir. Cette enquête a été menée sur toute l'étendue oui, ça a été mené sur toute l'étendue du territoire en 2021. 80% des femmes âgées de 15 à 49 ans ont affirmé que la piqûre de la moustique, la piqûre de moustique, c'est ça qui provoque le paludisme. Il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience. Voilà. En tout cas, on n'a pas gagné encore le combat. Ça doit continuer. Et il y a de l'espoir. Pour le changement de comportement. D'accord. Professeur Sagara, vous qui êtes chercheur depuis, je crois, en 2021, on a annoncé qu'on avait trouvé un vaccin contre la maladie qui devait passer par certaines étapes avant d'être disponible. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce que nous en sommes avec ce vaccin? Merci. Effectivement, vous venez de dire, quand vous dites 2021, effectivement, c'est l'OMS qui a officiellement annoncé et recommandé l'utilisation du premier vaccin. Voilà, en 2021, en octobre 2021. Donc, pour dire que c'est utilisable dans les pays où le paludisme est endémique, comme par exemple le Mali. Voilà, donc c'est tout à fait une réalité. Et maintenant, quand cela est fait... Ce vaccin a été développé par des chercheurs maliens ou bien... Le vaccin, il a pris beaucoup de temps. Et donc, pour être développé, il y a eu beaucoup de temps. Vous savez, si on va parler de l'historique, ça risque long. Vous savez que ce vaccin a commencé à être développé depuis dans les années 1985-7.
Ok, ça c'est depuis la molécule, sa découverte. Et ça a passé par, vous voyez, pour faire simple, ça a passé par les chimistes qui ont caractérisé les choses, essayé chez les animaux et chez l'homme maintenant avec différentes phases, phase 1, phase 2, phase 3. Et donc après toute cette phase 3, que maintenant l'OMS est revenu en 2021 pour dire que maintenant on peut utiliser ce premier vaccin pour le paludisme et le nom c'est RTSS. Donc il n'y a pas que ça, on pourra en parler. Maintenant c'est ça qui est validé en 2021 effectivement. Maintenant quand est-ce que nous allons avoir au Il n'est pays, toujours pas disponible. Il n'est pas tout de suite disponible. C'est sur ça qu'avec le programme national de lutte contre le paludisme et le ministère de la Santé et leurs bras techniques et les partenaires, nous sommes en train d'œuvrer pour qu'on puisse avoir le plus tôt que possible. Et nous pensons déjà même en 2024. Donc ça c'est l'année prochaine. En tout cas c'est notre espoir avec déjà ce premier vaccin. Mais déjà la couleur nous savons. Là, ce que nous savons, même si nous ferons partir de ce lot de pouvoir inoculer les doses, on sait que ça ne va pas couvrir tout le Mali. Et enfin, toutes les parties qui auront besoin. Simplement, au niveau mondial, il n'y a pas assez juste de doses pour que ça puisse couvrir là où le besoin est là. Mais qu'est-ce qui explique ça? Est-ce qu'on n'a pas mis assez de moyens? Qu'est-ce qui explique qu'il n'y a pas assez de doses? Il n'y aura pas assez de doses pour couvrir toutes les parties concernées? C'est simplement expliqué par la capacité limitée de production dans le temps qui est là pour ce type de pour ce vaccin. Voilà. Mais encore à côté, heureusement, il y a un autre qui est en train de venir, R21, et nous espérons qu'avec lui, ce deuxième, qui est aussi efficace, voire plus, que le RTSS pourra être plus disponible, parce que de fabrication relativement moins coûteuse, et nous comptons dans les petites années à venir sur ça pour lever ce problème aussi. D'accord. Monsieur Sidibé, docteur Sidibé, plutôt au CCRF de Caille, est-ce que cette annonce peut être considérée comme une lueur d'espoir dans la lutte contre la maladie? Oui, nous félicitons les professeurs, nous félicitons les chercheurs maliens, nous cherchons les chercheurs de par le monde. Et c'est vraiment une lueur d'espoir. Mais en attendant, pour nous aujourd'hui, notre vaccin, c'est vraiment la lutte antivectorielle, c'est-à-dire l'utilisation des moyens dont nous disposons. Ne serait-ce que vraiment nous fondons l'espoir sur ça, mais pour le moment, nous, notre vaccin, ce que nous avons sous la main, c'est ça que nous encourageons les gens vraiment à utiliser les moyens de prévention. Le vaccin, c'est la prévention. Mais pour le moment, le moyen de prévention dont nous disposons, c'est vraiment les moustiquaires, c'est la pulvérisation intradomiciliaire, l'assainissement de l'environnement, l'utilisation des répulsifs, l'utilisation des grillages aux fenêtres et aux portes. Ça, c'est moins cher, n'est-ce pas? Et le port des vêtements longs couvrant presque tout le corps la nuit. Donc ça, c'est des trucs qui sont à notre portée. Ouais, le professeur a dit que quand le vaccin sera disponible, tout le monde ne pourra pas avoir tout de suite tout ça. Donc vous voyez, déjà, il ne faut pas que... C'est vrai, c'est de l'espoir, c'est vrai, nous comptons sur ça, mais attention, ne baissons pas le bras, continuons à renforcer les mesures dont nous disposons en attendant que ça soit à la portée de toute la population malienne. Alors, un autre défi à l'intérieur du pays, dans les localités de l'intérieur, c'est le taux de consultation prénatale des femmes enceintes qui est très bas, qui expliquerait aussi les difficultés dans la lutte contre cette maladie. Est-ce que vous confirmez cela à Caille? Que les taux de consultation prénatale sont bas? Oui. Bon, ça c'est relatif. Mais de toute façon, ce qui est sûr, c'est que le programme a prévu au cours de la CEPEN, la femme soit protégée. Et la femme, au cours de la CEPEN, dès la première CEPEN, on donne la moustiquaire et c'est gratuit. Et durant toute la durée de la grossesse, à chaque mois, on donne un traitement de palu et on donne ce qu'on appelle la SP. Et là également, c'est gratuit, c'est disponible dans toutes les structures de santé. Donc moi, je crois qu'au contraire, on est en train de motiver les femmes à aller vers la CEPEN lorsqu'une femme tombe enceinte, n'est-ce pas, pour non seulement se protéger, mais aussi pour protéger son futur bébé.
Voilà. Et également, nous avons eu à parler de la CPS, c'est-à-dire que lorsque l'enfant vient également, il faut que cet enfant soit protégé. Et à partir de 3 mois déjà, il y a un programme qui est là, qui permet à l'enfant de faire cette période-là difficile sans être contaminé. Alors, donc, si nous avons un appel à lancer par rapport à ça, par exemple, c'est aux femmes et aux hommes, bien sûr, qui nous écoutent également, c'est lorsque la femme tombe enceinte, pour éviter les complications du palu, pour éviter que la femme et son enfant fassent le palu, il faudrait que les femmes fassent les CPN et c'est au bénéfice de la population et de tout le monde. D'accord. Voilà. Docteur Magassa, est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez nous dire quel est votre degré d'implication dans cette recherche ou dans ces recherches concernant les vaccins contre le paludisme? Voilà. Merci bien. Comme le professeur Sagara l'a annoncé, nous avons une étroite collaboration avec les institutions de recherche. Voilà. Donc ce sont nos bras techniques. En tout cas, par rapport à cette dynamique d'obtention du vaccin, nous sommes en phase. Voilà. Nous faisons tout ensemble, en collaboration avec le Centre national d'immunisation, qui est la structure nationale qui s'occupe de la vaccination sur toute l'étendue du territoire. Nous faisons tout ensemble, on analyse les situations ensemble, même le plan d'introduction qui a été élaboré. Voilà, nos collaborateurs chercheurs étaient avec nous. Voilà, donc nous faisons tout ensemble. Voilà, l'évaluation, le suivi sur le terrain, y compris le suivi de l'efficacité des médicaments. Nous faisons tout ensemble. Alors, est-ce que le pays a des difficultés en termes d'investissement de moyens dans ces recherches-là? Ou bien elle bénéficie du soutien de partenaires pour ça? Voilà. Le pays, je voulais dire que par rapport à la lutte contre le paludisme, le gouvernement fait beaucoup d'efforts à travers le département de la santé. Je vais donner comme exemple les traitements gratuits des enfants de moins de 5 ans et des femmes enceintes. Le test de diagnostic rapide aussi pour diagnostiquer le cas du paludisme. Là. Ce traitement est gratuit. La chimioprévention du paludisme saisonnier qui est organisée chaque année à partir du mois de juillet. C'est 4 passages au sud, 3 passages au nord. Ce traitement aussi, pour prévenir le paludisme, est gratuit. Il y a les moustiquaires aussi qui sont distribués pendant les campagnes, même pendant la routine, aux enfants lors de la vaccination, maintenant, et aux femmes enceintes lors de la consultation prénatale. Donc, de gros efforts sont faits par le gouvernement. Maintenant, par rapport à la recherche, voilà, le gouvernement accompagne. Voilà. Nous saluons aussi les efforts de nos partenaires sur ce plan. Voilà. Donc, c'est vraiment la conjugaison des efforts du gouvernement et des partenaires. C'est cette conjugaison qui est en train de nous permettre d'avancer sur le plan de la recherche. Le gouvernement, on peut dire que le gouvernement est en train de mettre le paquet pour que ce vaccin puisse être disponible, comme il l'a dit, en 2024. Le gouvernement est engagé. Ça ne dépend pas du gouvernement seul. Ça ne dépend pas du gouvernement seul, mais il y a la volonté politique affichée, en tout cas depuis le début du processus. Voilà. Je peux dire que le département est en train de mettre la pression sur le PNLP et sur la Direction générale de la santé pour que, en 2024, le Mali puisse démarrer la vaccination des enfants contre le paludisme. D'accord. Monsieur docteur, professeur Sagara, plutôt, est-ce que ce vaccin pourrait être, en tout cas, inoculé à toutes les catégories de personnes, ou bien il y a certaines catégories qui seront concernées? Très bonne question. À ce stade, le vaccin va concerner les enfants, et même à petit âge d'abord. C'est-à-dire, le plan, c'est entre 5 à 17 mois. Donc, c'est ceux qu'on va commencer à vacciner, et pour que la vaccination puisse continuer jusqu'à ce qu'ils puissent avoir autour de 5 ans.
Donc ça, c'est le plan qu'on a. Donc ça veut dire que déjà la réponse, ça veut dire que le vaccin ne va pas couvrir toutes les tranches d'âge. Mais vous savez, tout ça, c'est une question de moment. Et de toute façon, le docteur Sidibé vient de dire que le fardeau, parce que quand on parle de fardeau, vous savez que c'est un mot où ça couvre différents éléments. Il y a ce qu'on appelle la morbidité, c'est-à-dire je suis malade de palu. Il y a ce qu'on appelle la gravité, donc ça c'est palu grave, convulsion, coma. Il y a ce qu'on appelle les décès. Donc, surtout le grave et le décès, c'est surtout chez les moins de 5 ans. Donc déjà pas mal si on couvre ça dès maintenant. Maintenant, avec le temps à venir, c'est sûr qu'il faut que les recherches, maintenant, parce que pour le moment, les recherches n'ont pas eu assez de données sur les autres tranches d'âge, notamment les adultes. Parce que c'est à ça qu'on va y aller après, c'est sûr. Si on veut prétendre à l'élimination, il va falloir que les outils de lutte là soient à un âge plus élevé également. Parce que les porteurs de parasites sont beaucoup plus chez les grands enfants et les adultes jeunes que les enfants qui en meurent. Ça, on le sait. Donc, mais pour accompagner l'élimination, il va falloir qu'on y pense à ce groupe, mais ce moment viendra. Mais pour le moment, on veut réduire le fardeau des décès et les gravités. Voilà. D'accord. Docteur Sidibé, selon vous, que faut-il faire aujourd'hui pour réussir, pour gagner ce combat contre le paludisme? Alors, ce combat, pour gagner le combat contre le paludisme, c'est vraiment un défi quotidien. Et un défi à tous les niveaux. Un défi d'abord au niveau des structures de santé. Et je félicite le programme, vraiment, ils ont fait beaucoup. Beaucoup ont été formés. Si nous prenons, ne serait-ce que notre district sanitaire où il y a plus de 50 CESCOM, dans chaque CESCOM, il y a au moins 2 personnes qui sont formées par rapport à la prise en charge du paludisme. Et la mise en place des intrants, comme il a dit, c'est-à-dire les intrants de gratuité également, tels que l'ASP, le TDR, la gratuité pour la femme enceinte et les enfants de moins de 5 ans, ceux-ci sont disponibles. Donc, continuer à pérenniser ça, c'est un défi au niveau, c'est-à-dire défi formation des humains, formation des professionnels, défi mise à disposition des moyens pour faire face à la lutte. Mais également, l'autre volet, c'est vraiment le défi communication. Le défi communication, ça dépasse, ce n'est pas seulement les acteurs de la santé, c'est d'autres secteurs qui peuvent intervenir, qui doivent aider, n'est-ce pas, les acteurs de la santé pour parler du paludisme. Parce que c'est vrai que nous vivons le paludisme 24 heures sur 24, 12 mois sur 12, mais c'est à des moments donnés seulement qu'on en parle. Il faudrait que ça soit un truc de façon quotidienne, de façon continuelle, à tous les niveaux, au niveau des chefs de quartier, au niveau des villages, au niveau même des mosquées. Il faut que les gens en parlent et qu'on continue à sensibiliser les gens par rapport à ce que les gens peuvent faire. Parce que dites de ne pas élever des animaux dans une concession, par exemple, ça les gens peuvent le faire. Dites de ne pas cultiver dans une maison, ça on peut le faire. Utiliser des moustiquaires, on peut le faire. Donc lorsque la population comprend, la population s'approprie, que attention, c'est vrai qu'il y a les moustiques, nous vivons avec les moustiques, mais nous pouvons nous protéger et nous pouvons protéger ceux qui nous sont chers, surtout qui sont les femmes et les enfants. D'accord. Donc, moi je crois que ce défi-là, nous pouvons le faire lorsque nous menons la lutte. Et comme il a dit, nous avons besoin de partenaires parce que tout ceci nécessite également des moyens et des moyens importants. D'accord. Merci, docteur Sidibé. Docteur Magassa, bouter le paludisme hors du Mali, pensez-vous que c'est possible? Si oui, comment? Bouter le paludisme hors du Mali, c'est vraiment possible. Parce qu'il y a des pays qui l'ont reçu. Voilà, donc je pense que c'est un défi qui est à la portée du Mali. Voilà, parce qu'il y a des outils efficaces qui sont sur le terrain. Le personnel est formé à tous les niveaux. Il y a les médicaments partout. Voilà. Et la recherche continue. Les outils qu'on utilise actuellement, le suivi est assuré. Et dès qu'on va constater qu'ils ne répondent plus aux besoins, en tout cas,
dès qu'on va constater que leur efficacité a diminué, des nouveaux outils vont la remplacer. C'est pourquoi la lutte contre le paludisme est basée sur la recherche, est basée sur l'utilisation des nouveaux outils de lutte. Maintenant, j'allais compléter une des difficultés que j'avais évoquées. Vraiment, un des défis, c'est de pouvoir commencer la couverture des femmes enceintes très tôt. Parce que dans notre pays, beaucoup de femmes vont en consultation prénatale tardivement. Alors que la grossesse la femme doit être protégée pendant la grossesse jusqu'à l'accouchement. Et la SP est gratuite. Elle est disponible à tous les niveaux. D'accord. Voilà. Cela est bien compris. On fait signe que le temps est parti, est pratiquement terminé. Merci à vous tous, docteur Magassa du Programme national de lutte contre le paludisme et professeur Isaka Sagara du Centre de recherche et de formation sur le paludisme, le centre Ogobara Dumbo. Et en ligne avec nous, il y avait Abdoulaye Amas Sidibé, médecin et point focal palu au centre de santé de référence de CAI. Merci à vous tous. Ce débat a été mis en œuvre par Gagny Kanté et la régie vidéo était assurée par Nouhoum Djire. Sekou Gadjigo vous l'a présenté. À demain pour un autre numéro.